Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Nous sommes le lundi 1er juin 2015. Je vais revenir sur la clôture mensuelle, la clôture du mois de mai, en vous montrant le graphique mensuel du CAC 40 et mon interprétation, le graphique mensuel du taux de change euro-dollar et d'autres actifs pour commencer ce nouveau mois après un mois de mai qui tranche avec tout ce que l'on a pu observer, notamment entre le 1er janvier et le 15 avril. Quelles sont les conséquences pour le mois de juin? C'est ce qu'on va essayer d'envisager pour cette première semaine du mois de juin qui est chargée sur le plan des catalyseurs fondamentaux. Vous le savez, c'est une semaine importante du côté des politiques monétaires, avec d'ailleurs dès la nuit prochaine une décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie, la Banque centrale d'Australie. C'est la prochaine grande banque centrale qui prendra une décision monétaire, et c'est environ aux alentours de 6h du matin si mes souvenirs sont bons, ou 6h30 la nuit prochaine. Cette semaine, la Banque Centrale Européenne, mercredi, attention ce n'est pas jeudi, la Banque Centrale Européenne mercredi avec une conférence de presse attendue de Mario Draghi, la Banque d'Angleterre jeudi. Tout au long de la semaine, l'actualité qui concerne la Grèce. Pourquoi? Parce que le mois de juin est un mois extrêmement chargé en termes d'échéance de dette pour ce pays, et pas seulement vis-à-vis du Fonds monétaire international. La prochaine décision de la Fed, c'est le 17 juin, donc ce n'est pas cette semaine, mais le marché commence déjà à se projeter parce qu'un temps, ce n'est plus du tout le cas d'ailleurs maintenant, le marché avait pu croire que le 17 juin serait cette date qui verrait le premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, ce qui ne sera pas le cas ce mois-ci, mais en tout cas voilà, prochaine réunion, c'est donc le 17 juin prochain. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. Depuis ce matin, vous avez déjà pu prendre connaissance d'un environnement statistique concentré autour des indices PMI au sein du secteur manufacturier en estimation finale, enfin en lecture finale pour le mois de mai. Tout a commencé la nuit dernière avec le PMI manufacturier en Chine, selon les sources gouvernementales au plus haut depuis 6 mois, mais selon HSBC sous le niveau des 50. Ce sont des choses qui vous ont été expliquées ce matin. Globalement, les PMI au mois de mai au sein de la zone euro présentent une lecture encourageante. D'ailleurs, voici une capture d'écran qui vous en présente la synthèse. Il me semble que l'Allemagne a dû décevoir par rapport au consensus, mais globalement c'était satisfaisant ce matin, ce qui a peut-être tendu à soutenir l'euro. En tout cas, voilà pour les statistiques ce matin. Cet après-midi, c'est le même type de données qui est attendu pour les États-Unis, 15h45 et 16h selon le calendrier économique que vous avez probablement déjà tous observé. 15h45, c'est l'indice PMI au sein du secteur manufacturier aux États-Unis selon Markit au mois de mai. Et 16h, c'est l'indice PMI dans le secteur manufacturier aux États-Unis selon ISM. 15h45 et 16h, probablement que le chiffre de 16h est plus important. En tout cas, cela aura un impact, ainsi que les dépenses de construction qui sont attendues à 16h. Voilà donc pour cette introduction. Avant de revenir sur les graphiques mensuels et puis de descendre ensuite les horizons de temps pour en venir aux graphiques intraday, notamment ceux en chandelier japonais 4 heures, laissez-moi vous donner le lien, c'est déjà le cas d'ailleurs dans la section commentaires, vers le replay de la conférence de vendredi dernier. Donc vous allez retrouver tous les webinaires qui ont eu lieu en live vendredi sont disponibles sur notre chaîne YouTube DailyFX France via une playlist qui a été créée qui porte bien son nom, conférence online DailyFX du vendredi 29 mai 2015. Notez déjà la prochaine date, le vendredi 26 juin 2015. Le programme est en cours de finalisation, mais en vous rendant donc sur notre chaîne YouTube, vous l'avez actuellement sous les yeux, vous avez la possibilité de revisualiser les devises comme classe d'actifs et la théorie de la frontière d'efficience. C'était donc par Patrice Lesgourg. Vous avez la seconde conférence qui revenait sur tous les détails pratiques pour créer un fonds professionnel, notamment sur le Forex. Vous avez eu en fin de matinée une présentation que vous avez fortement appréciée qui revenait sur la présentation d'une checklist avant d'envisager une position sur le marché des changes par monsieur David Lévy, donc qui s'appelait Le secret des traders professionnels sur les marchés financiers. Le morning meeting, la session de day trading scalping avec Sylvain, la présentation de Jean-Étienne Lenné sur comment cadrer une stratégie de court terme tout en l'incluant dans un cadre moyen-long terme, et enfin la présentation de 2 heures avec Rodolphe Stéphan et Adam Proelium autour du trading du DAX en temps réel. Tous ces points de marché sont disponibles donc via cette playlist sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Voilà donc pour l'introduction, je n'en dirai pas davantage, simplement un dernier chart, celui qu'on vous a déjà présenté.
régulièrement dans certains de nos articles, à la base proposé par notre analyste David Rodriguez de l'équipe d'EliFX aux États-Unis, qui revient notamment sur l'importance du mois de juin en termes d'échéance de dette pour le gouvernement grec. Quelles sont ces dates? Elles sont inscrites ici. Le 4 juin, avec cette somme qui est due au Fonds monétaire international. Le 12 juin, avec cette échéance de dette souveraine donc du trésor public grec. À nouveau, le 15 juin, une somme d'argent due au Fonds monétaire international. À nouveau, le 18 juin. À nouveau, une échéance de dette le 19 juin. Bref, le mois de juin coûte cher. Et puis, il va falloir donc honorer toutes ces dettes qui se chiffrent donc à plusieurs milliards d'euros. D'où l'enjeu pour la Grèce d'avoir accès enfin à cette fameuse tranche d'aide bloquée depuis le début de l'année, et donc avec toutes les rumeurs que vous connaissez toutes et tous qui circulent en permanence sur le fait que cette tranche d'aide serait accordée ou pas. Bref, cela continue d'influencer les marchés financiers, mais en tout cas, il est vrai que le mois de juin est particulièrement important sur le plan c'était déjà le cas en mai au fond, de toute façon. Voilà donc pour ces choses-là, ce tableau il est disponible sur notre site internet. Voilà pour l'introduction, et enfin il y a d'autres choses qui sont à suivre cette semaine. Bien sûr le couple Banque Centrale Européenne NFP, bon ça voilà, hein, comme chaque premier vendredi du mois, voilà le couple BCE rapport NFP, le rapport sur le marché du travail au mois de mai qui aura un impact très important sur la dynamique du dollar américain et des marchés actions US et des métaux précieux, ça ce sera vendredi. Pour clôturer la semaine, n'oublions pas aussi le 5 juin, la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui ne devrait pas cette semaine prendre une décision du côté de l'offre. Alors le mois de mai est terminé, un mois de mai très différent de ce qu'on a pu connaître tout au long du premier trimestre notamment, puisque les marchés actions de la zone euro se sont stabilisés, voire ont corrigé, en tout cas une dérive latérale. Le taux de change euro-dollar, qu'a-t-il fait au mois de mai? C'est ce que je vous propose d'observer. Vous avez ici un graphique en données mensuelles du taux de change euro-dollar, et je tiens notamment à vous rappeler sur le taux de change euro-dollar l'importance d'un point de vue technique de ce qui a permis à ce taux de change de se stabiliser dès le mois de mars dernier. C'est cette oblique de tendance haussière chartiste que vous avez peut-être oublié, qui se trace de manière aisée sur cet horizon de temps. Je jette un œil au son, ça fonctionne. Et donc cette oblique ici sur la base des graphiques mensuels, c'est le moment de prendre vos graphiques mensuels. Nous sommes le 1er juin, donc s'il y a bien un moment, je pense, vous l'avez peut-être déjà fait ce week-end, mais s'il y a bien un moment où il faut revenir un peu sur ces gros niveaux susceptibles d'influencer les cours, c'est au début du mois, et puis après on refait le point au début du mois prochain. Donc le mois de mai sur le taux de change euro-dollar, le chandelier du mois de mai, il ne ressemble pas à grand chose. J'ai envie de dire, le chandelier du mois d'avril était lui intéressant parce qu'il avait permis à la parité euro-dollar de tenir cette ligne de tendance haussière qui attrapait le point bas de novembre 2011 et le point bas de juillet 2001, au-dessus duquel la parité se stabilise depuis. Voilà donc pour le cadre de fond. Que s'est-il passé sur les marchés actions de la zone euro au mois de mai? Je vais illustrer mon propos en utilisant les bougies mensuelles du CAC. Là aussi, les choses étaient peut-être acquises dès la clôture du mois d'avril 2015, puisqu'en avril 2015, nous avions eu ce chandelier japonais avec une ombre haute très marquée, avec notamment sous donc cette fameuse oblique de tendance baissière que vous connaissez toutes et tous. Et à ce moment-là, on était en droit de se demander, mais que peut-il se passer en mai? Nous avions cette conviction que le mois de mai ne verrait pas de nouveau sommet. Par contre, il y avait deux possibilités. Soit le marché entrait en pullback, en vraie correction, par exemple en direction de 4600 points, soit il proposait un marché latéral, sans tendance, mais davantage de volatilité. Et lorsque je regarde la tête du chandelier mensuel du FRA 40 en mai, on a ce qui s'approche d'un doji. Bref, une ombre haute au moins aussi importante que l'ombre basse, une clôture proche du niveau d'ouverture du mois, pour un mois de mai finalement qui fait office de transition. Mais en tout cas, le marché action de la zone euro a fait le choix d'une stabilisation latérale plutôt que d'une phase corrective. En tout cas, voilà, sur la base de ces chandeliers mensuels. Quel était l'autre chandelier mensuel sur lequel je souhaitais revenir?
notamment sur celui du taux de change USD-Yen. C'est important de prendre un peu de recul sur ce taux de change qui généralement enchaîne de manière très nette les phases directionnelles extrêmement impulsives et les ranges qui durent et qui durent longtemps. Et c'est vrai qu'au fond, si je devais parmi les paires majeures retenir un chandelier mensuel, je retiendrais celui de l'USD-Yen, mais je retiens aussi l'importance du niveau actuellement testé, les sommets l'année 2007. Que peut-on en attendre de ce chandelier? Lorsque je reprends les chandeliers de long terme du taux de change USD-Yen depuis, on va dire, le début de l'année 2012, on a des phases d'impulsion qui durent plusieurs mois consécutives, des ranges qui durent aussi plusieurs mois, des phases d'impulsion, à nouveau un range, et d'une certaine façon, en mai 2015, le taux de change USD-Yen est sorti par le haut d'un range qui a duré en décembre 2014, janvier, février, mars, avril 2015. Donc un range de 1, 2, 3, 4, 5 mois. 5 mois de range sur le taux de change USD-Yen pour une sortie par le haut en mai. C'est probablement un des chandeliers que je retiens et qui laisse envisager davantage de progression, en tout cas une reprise de la dynamique en tendance. Est-ce que nous allons avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait eu entre octobre 2012 et mai 2013 ou encore août 2014 et décembre 2014? C'est possible. La confirmation, et ça j'y tiens, mais on peut peut-être considérer que c'est fait, ces fameux sommets de 2007 à 124,13 qui permettent désormais probablement de viser, sans prendre de risque, disons 130. D'ailleurs 130, on retrouve ici ce niveau d'extension que j'avais laissé traîner sur ce graphique que je n'avais pas regardé depuis un certain temps. Bref, voilà donc un chandelier mensuel qui me paraissait important de surveiller. On peut avoir une synthèse du côté du dollar US en utilisant les chandeliers mensuels de l'US dollar index, en tout cas celui que nous vous proposons, avec donc voilà ce chandelier plutôt intéressant sur le mois de mai. Voilà donc ce que je pouvais moi vous montrer sur la base de ces graphiques de long terme. Après, si d'autres actifs vous intéressent, je vous invite, et c'est le moment de le faire aujourd'hui, à regarder la tête des graphiques de long terme, à vous rappeler des niveaux importants et puis de vous rediriger vers vos graphiques permettant de mettre en point des scénarios swing ou intraday. Maintenant, ce que vous avez sous les yeux, c'est une juxtaposition de trois grands indices boursiers au sein de la zone euro. L'Eurostoxx 50, le DAX et le CAC, donc le CFD USTX 50, GER30 et FRA 40, avec de manière très simple les chandeliers hebdomadaires, la moyenne mobile simple à 30 semaines et des lignes de tendance. Ce qui permet de comprendre ce que représente graphiquement ce que fait le marché depuis mi-avril, une phase de transition latérale légèrement corrective, mais qui avec le recul s'apparente plus à une consolidation à plat, au-dessus des points bas qui ont été établis début mai. Donc ça fait un peu consolidation à plat sur l'Eurostoxx 50 au-dessus des 3500, ça fait conso à plat sur le DAX au-dessus des 11 000, et ça fait conso à plat sur le CAC au-dessus des 4875. Moi ce que j'apprécie dans ce qui se passe sur les marchés actions de la zone euro depuis le milieu du mois d'avril, c'est la réduction progressive et construite au fond de l'écart à certains indicateurs de tendance de long terme dont les cours s'étaient éloignés très fortement à la faveur d'un premier trimestre 2015 qui était particulièrement haussier et impulsif. Donc au final, je trouve ça pas mal. Le mois de mai, en fait, la période qui s'est étendue de la mi-avril à la fin du mois de mai est une phase de transition. Alors qu'on peut appréhender de différentes façons, pourquoi pas un temps numéro 4. Si je regarde un peu les différentes vagues que font ces marchés actions de la zone euro, on va dire depuis le mois d'octobre dernier, j'identifierais une jambe, un second temps, un troisième temps très impulsif ici au premier trimestre, et ce qui pourrait être un temps numéro 4, le marché pour l'instant reste enfermé dans ces phases de transition latérale, mais reste soutenu par des indicateurs de tendance plutôt haussiers. En tout cas certaines moyennes mobiles et des lignes de tendance. Je peux vous remontrer ici par exemple celle sur le CAC. Va-t-elle tenir? Je ne sais pas, elle sert probablement plus à rien. On peut constater que sur l'ensemble des différentes semaines qui constituent le mois de mai, on a eu des mèches basses à son contact, mais je pense qu'on est davantage désormais dans un range compris entre 4875 et 5280, cette fameuse conso latérale dont potentiellement un jour le marché pourrait sortir par le haut, voilà, dans le sens donc de cette dynamique en place depuis le début de l'année.
Sur les graphiques de long terme, c'était concrètement les seuls chandeliers sur lesquels je souhaitais revenir. Il y en a d'autres qui sont susceptibles de vous intéresser. J'apprécie aussi le chandelier mensuel de l'USD CAD, mais ça on a eu l'occasion d'en reparler, je vous le remontre. Voilà, je trouve qu'il a ce chandelier mensuel, il montre la réaction importante des cours au-dessus des 1,19 qui ont, comme vous le voyez sur ce graphique, une importance sur le plan de l'analyse graphique. Voilà, c'était en tout cas quelque chose que je souhaitais vous montrer. Et enfin, dans les quelques autres graphiques de long terme, c'est tout. Maintenant, voilà, je vais passer sur un horizon de temps inférieur. Alors, maintenant, je vais vous parler du Nikkei. En données journalières, quelques charts en données journalières, notamment sur les matières premières, quelques indices boursiers, et ensuite je me concentre sur les graphiques intraday. Alors le temps que ça charge, alors le temps que ça charge, je jette un œil au tout premier commentaire. Ouais, en effet, j'avais pas trop. Ouais, ça doit être un peu mieux comme ça. Là. Voilà. Autant pour moi, j'avais pas tellement. Le son n'était pas très fort. Alors, donc voilà, ça a chargé. Donc, alors Arnaud, vous avez une question justement où retrouver. Alors vous êtes en effet nombreux à avoir apprécié le webinaire de David Lévy. Alors c'est le webinaire de David Lévy, il avait eu lieu vendredi en fin de matinée. Il était en effet intéressant, le webinaire de David Lévy, parce qu'il vous donnait une checklist sous la forme d'une succession de tableaux avant d'envisager une position de trading. Et j'imagine que vous souhaitez toutes et tous accéder à ces slides, voire à les imprimer, pour pouvoir vous-même remplir ce genre de tableau. C'est donc... Alors pour cela, pour les imprimer, moi je ne peux pas vous donner la présentation. Par contre, vous pouvez réassister au webinaire de A à Z. Et puis à un moment ou à un autre, si vous arrivez sur un slide qui vous intéresse, vous stoppez la vidéo, vous faites une capture d'écran, vous imprimez ou vous le regardez vous-même et puis vous le reconstituez sur Excel, c'est pas bien compliqué. C'est donc dans la playlist celle qui arrive en troisième position et qui s'appelle Le secret des traders professionnels sur les marchés financiers par donc David Lévy de Hoche Capital Invest. Et c'est donc cette présentation qui vous donnait une checklist avant d'envisager une stratégie de trading sur le marché d'échange. Le Nikkei. Alors, le Nikkei n'est pour l'instant dans sa progression absolument pas gêné par la hausse de la volatilité sur les marchés actions chinois. Le Nikkei, j'apprécie moi, et j'ai toujours apprécié sa construction haussière technique. Le dernier signal positif, il avait été donné le 22 mai, lorsque le marché a tout simplement franchi ses sommets annuels, ceux du 23 avril. Permettant d'envisager de remonter en direction de résistance remontant à l'année 2000. Je pense que le Nikkei sur le court terme construit encore un flat au-dessus du premier support à 20 263. Donc bon, concrètement, tant qu'on se maintient au-dessus, je pense qu'on peut aller chercher cette fameuse résistance de l'année 2000 qui s'établit à 20 833 points, peut-être même davantage. D'autant plus que le mois de mai a quand même des implications haussières fortes pour le taux de change USD-Yen, avec, je pense, une ultime confirmation qui viendrait du débordement des sommets de l'année 2007, qui bloque la progression des cours depuis quelques heures. Je vais revenir sur le graphique intraday de l'USD-Yen. Cependant, je pense qu'il est... envisager un pullback profond qui serait revenir par exemple sur 122 me paraît peu probable. Par contre, il y a des lignes de tendance qui peuvent agir en amont. Alors justement, le dollar américain, que faut-il en penser? Nous en avons pensé du bien, notamment depuis le 18 mai, et la reprise d'un certain nombre de niveaux horizontaux qui avaient été brisés le 13 mai. Nous en avons pensé du bien en pratiquant l'analyse technique sur les indices synthétiques US Dollar Index. Le débordement, le 26 mai des 11 886, avait permis d'envisager davantage de progression. Cette semaine, elle est importante, j'ai envie de dire presque comme chaque semaine, mais bon, cette semaine plus particulièrement parce que le rapport NFP est attendu en fin de semaine. Mais si je reviens sur les chiffres de vendredi dernier, on a donc eu la seconde estimation du PIB US au premier trimestre.
légèrement au-dessus des attentes puisque le marché envisageait une contraction de 0,9%, celle-ci a été de 0,7%, du fait a priori du commerce extérieur. Mais ce qui n'a pas gêné, alors étant donné qu'on a battu le consensus, ça a plutôt dans un premier temps permis au dollar US de rester solide. Depuis 2 séances, on voit que la hausse s'est ralentie, mais globalement le dollar ne baisse pas. Alors on va voir, peut-il revenir sur des supports, peut-il temporiser? C'est ce qu'on va voir, ça va dépendre des chiffres sur le court terme. Est-ce qu'on peut envisager par exemple cette semaine un pullback sur 11 886? C'est dans l'ordre du possible, hein, ça va dépendre de l'environnement statistique, mais d'un point de vue technique c'est de l'ordre du possible. Après je pense que c'est un niveau de support qui est susceptible d'être acheté en vue de revenir tester les sommets ici qui s'établissent, les sommets annuels, hein, ceux qui avaient été établis en mars, aux alentours des, c'était les 12 000 et quelques points, et 12 150. Mais en amont, qu'est-ce qui peut se passer? Là, on fera davantage référence à des graphiques intraday, on va voir ce qu'ils nous enseignent. Le graphique journalier ne permet pas réellement de répondre, mais c'est un scénario possible pour ensuite reprendre la marche en avant. Pour les graphiques journaliers, celui sur lequel je souhaitais revenir, c'était ceux du pétrole. Puis maintenant, on va passer sur de l'intraday. Sur ce graphique du pétrole, alors déjà, comme chaque semaine, l'évolution du stockage de barils de pétrole aux États-Unis, etc. Et surtout cette semaine, la 167e réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est vendredi prochain, la réunion de l'OPEP, qui aura un impact sur le prix du pétrole, c'est certain. Réunion de l'OPEP prévue donc le 5 juin. Bon, le consensus ne semble pas envisager une action. Qu'est-ce qui fait le pétrole depuis le milieu du mois de mars? Il monte, ça c'est sûr. Il monte, mais il s'est stabilisé depuis le début du mois de mai. Je jetais un œil justement à cette fameuse moyenne mobile simple à 30 semaines qui semble avoir attrapé, après avoir été débordé d'ailleurs début mai, les cours, mais dont la dynamique s'est globalement neutralisée. Et c'est ce qui permettrait au fond de définir des ranges. Lorsque je regarde ici les chandeliers journaliers du contrat WTI, en parlant de contrat, n'oubliez pas que le CFD FXECM Bund expire cette semaine. Donc attention, si vous avez des positions sur le Bund, vous avez l'échéance du contrat FXM sur le site fxm.fr dans le forum, mais le jour de l'échéance, les positions ouvertes, latentes, mais ouvertes, les gains latents ou pertes latentes, tout sera clôturé en fait. Puis on rebasculera sur un contrat de 3 mois. Mais on arrive donc au bout de son échéance et c'est cette semaine, si mes souvenirs sont bons, c'est le 6. Je vous invite à vérifier parce que je ne connais pas par cœur toutes les échéances, mais je sais que c'est cette semaine. Donc pour les chandeliers journaliers du WTI, on voit ici le rôle de cette MM30 qui attrape les cours. Je dirais qu'au fond, la séance du 28 mai sur les prix du pétrole, on a eu des chandeliers, alors ça ressemble à des petits marteaux hein, sur cette MM30 semaines. Mais au fond, c'est vrai que tant qu'on les tient, on reste dans la dynamique en place depuis la mi-mars. J'aurais une anticipation globalement neutre entre la MM30 semaines et les 61,30 $. Si je reviens d'ailleurs sur le double creux chartiste qu'avait construit l'US Oil, j'avais laissé ici les extensions de Fibo pour en déterminer des cibles théoriques. Cela m'en avait donné deux, notamment une, les 61,30. On constate qu'en clôture journalière, le marché reste à l'intérieur. Donc on a une espèce de structure élargie qui se construit. Le mois de mai est neutre pour le pétrole, mais c'est tout de même un marché qui reste dans, je dirais, la dynamique qui est la sienne depuis le 18 mars. Et notamment sur le WTI, la fausse cassure, le contre-pied sous les 44 $. Et puis on avait eu d'ailleurs ici un avalement haussier en chandelier japonais avec derrière le point de départ d'une progression. Quant au Brent, il a marqué le pas tout au long du mois de mai sous les 70 $, sous les 69,50. Lui-même a tenu le 28 mai cette moyenne mobile simple à 30 semaines qui est ici présente sur les bougies
journalière et reste soutenu donc par une ligne de tendance en place depuis le 15 janvier. Donc même si le mois de mai est neutre, je ne sais pas combien de temps ce marché peut rester neutre, mais tant qu'il reste soutenu par ces MM30 semaines, ce sont ces indicateurs de tendance que j'ai choisis. Au pire des cas, ils seront neutres, voire éventuellement réenvisager que ces marchés reprennent leur marche en avant. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces deux marchés. Alors, les métaux précieux, l'once d'or, le dollar US, le RSI du dollar US. Que s'est-il passé? Le dollar US a monté du 14 mai à maintenant. Voilà, la dernière quinzaine du mois de mai. Et l'once d'or, la dernière quinzaine du mois de mai, il a reculé de 1230 à 1180. Donc c'est cette zone de support horizontale pour tenir finalement une ligne de tendance qui attrape le bas du 17 mars et le bas du 1er mai. Alors pour le moment elle tient cette ligne de tendance. Depuis le début de l'année, globalement l'once d'or ne fait pas grand chose. Vous voyez que l'année a commencé ici. Ce sont des allers-retours entre voilà, 1150 et 1300 et encore, je pense que le range c'est même restreint. Donc il n'y a plus réellement de tendance. Mais ce qui est certain, c'est que si par exemple le dollar US devait, je sais pas moi, faire un pullback, bon, dans tous les cas, l'once d'or tient cette ligne de tendance. Ça c'est un fait. Et il l'a tenu, donc voilà, c'est vrai que si dollar US devait consolider un peu, pourquoi pas tenir. Je vais l'étudier sur la base de chart un peu plus intraday. Dans ce cas, voilà ce qui ici m'intéresse. Dans les graphes en données journalières, quelques autres sur lesquels je souhaite revenir. Le GBP-AUD. Alors le GBP-AUD me paraît important à suivre celui-là. Bon, de manière générale, le dollar australien la nuit prochaine, avec une décision de politique monétaire. Je ne connais pas. Bon, je pense que le consensus, globalement, il anticipe rien de particulier. Le dollar australien qui a été tout de même sous pression. Alors, dollar australien qui a été sous pression ces dernières semaines. Du point de vue du news flow, il y a eu tout un tas d'éléments qui ont été publiés au mois de mai. La dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale d'Australie, qu'est-ce que c'était? Ça c'est quand même quelque chose à retenir. C'était la baisse du taux d'intérêt principal de 25 points de base, avec un plus bas désormais, enfin un taux actuellement à 2%. Et voilà l'objectif bien sûr de soutenir la croissance et d'affaiblir le dollar australien. Au mois de mai, la Banque centrale d'Australie peut être contente d'elle-même puisque c'est globalement ce qui s'est passé. Le GBP AUD a progressé, l'euro AUD a progressé, l'AUD USD a reculé. Depuis le 5 mai dernier, la Banque centrale d'Australie est probablement satisfaite. Je vérifie quand même que ce soit bien la nuit prochaine, que je vous dise pas de bêtises. RBA, ok, donc c'est bien la nuit prochaine une décision de taux. Le consensus envisage un statu quo cette fois-ci, mais probablement des mots bien choisis par l'institution monétaire en vue de continuer son œuvre, qui est là entre autres d'exercer une pression à la baisse sur le dollar australien. Moi le GBP AUD je le surveille. Pourquoi? Parce que il teste ses sommets annuels, les sommets de février 2015. Donc vous voyez, c'est ce niveau-là. Donc ça c'est lorsque je suis en chandelier japonais. Mais si je bascule en cours de clôture, le GBP AUD, en dépassant les 1,9885, bon les 1,99, il les a débordés. Donc, si ce taux de change vous intéresse, parce qu'il y a des bonnes raisons, je veux dire, il est globalement bien construit, je pense qu'il y a un range de très court terme de 100 pips entre 1,9900 et 2. Le marché va en sortir la nuit prochaine de ce range sur le GBP AUD. Et derrière, à la clé, quelque chose d'important. Parce que déborder les 2 dollars australiens par exemple sur le GBP AUD, c'est potentiellement pouvoir progresser nettement davantage. Par contre, rebasculer sous les 1,99 serait
une reprise technique du dollar australien, et techniquement ce serait pas bon. Donc un range 1,99-2, une dynamique qui est certes haussière depuis le début du mois de mai, et précisément en fait depuis le 6 mai, lendemain de cette baisse de 25 points de base du taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie, je pense que le GBP/AUD est à suivre. Donc retenez ce range 1,99-002 avec une sortie de range qui en dira beaucoup sur la suite des événements, et je pense globalement sur le positionnement du marché vis-à-vis donc du dollar australien. Le GBP/AUD qui teste ses 2 dollars australiens, c'est une chose. L'euro AUD teste aussi un niveau important, et je pense que probablement les choses vont se jouer, la nuit prochaine. J'ai une préférence pour la limpidité graphique, en tout cas pour le GBP/AUD, que je trouve plaisant, globalement bien construit. Alors toujours pour le dollar australien, et donc cette prochaine décision de politique monétaire qui donc sera celle de la Banque centrale d'Australie, le taux de change AUD-USD, notre propos a été de dire, notamment donc depuis la cassure de cette ligne de tendance, donc cette séance du 19 mai. Alors la séance du 19 mai elle avait été haussière pour le dollar US. C'est le 19 mai qu'on a vu des signaux positifs sur l'USD Yen, sur l'USD CAD, des signaux négatifs sur le euro-dollar. Il y avait eu des signaux négatifs sur tout un tas de monnaies, et donc notamment aussi un signal technique négatif sur l'AUD-USD, qui permettait donc d'envisager de revenir sur les plus bas d'avril 2015. Le marché s'en est approché. Maintenant on est dans un range, toujours dans ce canal. Ça aussi c'est quelque chose à suivre pour la nuit prochaine. Voilà pour les graphiques journaliers. Maintenant je descends d'un horizon de temps, on va se concentrer uniquement sur les charts intraday. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer en revue les chandeliers H4 sur les paires majeures, donc notamment la UD-USD, l'USDK, le NZD-USD, le taux de change euro-dollar, les indices boursiers, bien sûr, les métaux précieux avec l'once d'or qui pour le moment tient donc cette ligne de tendance. Je vais vous parler du Bund aussi qui approche d'un niveau important à 156. On va parler du dollar US, que se passe-t-il, ainsi que du taux de change euro-dollar. Faut-il vendre la première résistance du NZD-USD? Ça c'est la question que nous peut se poser, et si oui, où se situe cette première résistance? C'est certain que en mai, l'USD Yen a donné un signal d'achat de fonds, le NZD-USD c'est le contraire, sur la base des clôtures mensuelles. C'est pourquoi ces paires de devises, je les trouve plus claires que les autres. Alors que l'euro-dollar, on voit finalement qu'en données mensuelles, il tient toujours cette fameuse ligne de tendance en place depuis l'année 2000 et qui passe, voilà, bon, vous savez où est-ce qu'elle passe, je l'ai montré tout à l'heure. Si je devais identifier une zone de première résistance sur le NZD-USD, je l'établirais entre 0,7160 et 0,7190, voire 0,72. En tout cas, ça me paraît intéressant de l'exploiter. Pourquoi cette zone? Parce que 0,7190, 0,72, on va dire que ce sont les cours de clôture, et 0,7160 c'est le point bas du 11 mars, la partie basse de l'ombre basse de ce chandelier. Je pense qu'il s'agit ici d'une résistance à exploiter, une zone résistante d'environ 30 pips, entre 0,7160 et 0,7190, dans un double scénario de force de l'USD, mais aussi de faiblesse du dollar néo-zélandais. Les chandeliers H4 permettent donc de tracer ces différentes lignes de tendance et ces niveaux horizontaux avec une stratégie qui peut rester négative sur le NZD-USD, avec cette zone de prix pour gérer son risque et pourquoi pas viser 0,70. Le GBP/AUD, vous l'avez compris, le range 1,99-2 dont le cours va sortir la nuit prochaine. L'euro AUD qui teste aussi une zone importante avant la prochaine décision monétaire de la Banque centrale d'Australie, qui ne devrait pas à nouveau baisser ses taux, mais qui peut maintenir un discours accommodant. Alors si la Banque centrale d'Australie devait agir la nuit prochaine, bon bah là oui, forcément le marché ne l'anticipant pas, ça ferait encore plus couler l'AUD, mais c'est pas fait. Sur le GBP/AUD, lorsque je regarde les chandeliers H4, j'apprécie cette ligne de tendance justement qui existe depuis le début du mois de mai
et donc la baisse de 25 points de base du taux de la RBA. Tant qu'on la tient, cette ligne de tendance, et finalement tant qu'on se maintient au-dessus du premier support à 1,99, c'est susceptible de permettre... on voit que de toute façon, depuis ce matin, il y a déjà une reprise de 70 pips sur 1,99 qui était le support en cours de clôture journalier. Donc, en utilisant les cours de clôture journaliers, il y avait ce matin un pullback à 1,99. Après, voilà, c'est clair que si quelqu'un s'est positionné à 1,99 sur le GBP/AUD, il faut mieux cutter avant la décision. Parce que forcément, c'est une chance sur deux. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une réaction initiale sur le précédent cours de clôture journalier, ici, sur le GBP/AUD. Et l'AUD-USD, justement. Alors, l'AUD-USD se situe sous une toute première résistance que le marché est en train de créer à 0,7675 grosso modo. D'un point de vue graphique et des chandeliers H4, j'aurais tendance à dire que c'est comme le GBP/AUD mais à l'envers. Le GBP/AUD, il y a une ligne de tendance haussière et un niveau horizontal à 1,99. La UD/USD, il y a une ligne de tendance baissière et une première résistance aux alentours des 0,7680. On fait un flat. Tant qu'on reste en dessous, on peut aller chercher les plus bas. Forcément, si on refranchit cette résistance, eh bien c'est un rebond de la UD. Et dans ce cas, voilà, on aura, depuis le signal de vente du 19 mai, on aura quand même reculé de 300 pips, ce qui n'était pas ridicule. Mais voilà, bon, c'est globalement le panorama technique que je peux vous donner moi sur toutes ces paires de devises. Le taux de change euro-dollar, c'est pourquoi justement je l'évoque après. Le taux de change euro-dollar, je trouve que c'est moins limpide que d'autres comme l'USD4, que l'USD-Yen, que le NZD-USD, que la UD-USD. Vous avez bien compris que sous nos pieds passe cette ligne de tendance haussière. Je vous l'ai remontré en utilisant les chandeliers mensuels. Le propos des différents webinaires vendredi était de dire que la résistance à 1,10 pouvait agir. Elle a agi. Le marché est tombé ce matin à 1,0896. Et puis ce matin, on a concrètement les PMI de mai qui sont globalement pas mal au sein de la zone euro, peut-être hormis l'Allemagne. Ce que moi j'appelle le news flow, l'environnement des rumeurs autour du débouclage de cette fameuse tranche d'aide que la Grèce attend depuis le début de l'année et qu'a priori elle n'aura pas tout de suite, mais dont elle a de toute façon urgemment besoin, et c'est ce que vous a rappelé tout à l'heure le calendrier des différentes échéances de dette. Il est vrai que ce matin, lorsque le taux de change euro-dollar brisait les 1,0940, on pouvait s'attendre à ce que ça baisse davantage. En fait, non, on fait un espèce de quelque chose qui ressemble à rien, sous les indices. Je ne sais pas exactement concrètement ce que nous construit le taux de change euro-dollar. Donc voilà, moi ça me parle moins que d'autres paires majeures. Alors que bon, l'USD Yen, je vous en ai parlé. Et honnêtement, lorsque je regarde les graphiques de long terme du taux de change USD Yen, j'ai encore l'impression que ça va être à chaque fois que l'USD Yen s'envole, on a tendance à toujours réutiliser la même expression. Comment dire, c'est un... Ah, bon, bref, elle m'a échappé. Mais en gros, bon, bref, ça m'a échappé. Mais généralement, quand ça part, ça part. Et les pullbacks, on peut souvent les attendre très longtemps. Donc par contre c'est toujours agréable de regarder, ça monte, ça c'est certain, mais pour prendre le train en route c'est toujours compliqué sur ce taux de change. Les pullbacks sur les niveaux horizontaux, à moins d'un rapport NFP catastrophique, mais il est peu probable de revoir les 122 yens. C'est pourquoi je pense que sur l'USD Yen, il faut utiliser des lignes de tendance plutôt que des niveaux horizontaux pour tenter de se placer. En tout cas, au regard de la clôture de mai, j'aurais tendance à dire qu'on peut d'abord aller chercher 130 avant de revoir 122. Après, si jamais le rapport NFP est une catastrophe au mois de mai, forcément je me serais planté.
Donc voilà, toujours du point de vue de l'analyse graphique, j'ai ce graphique du taux de change USD CAD que je vous propose depuis longtemps, avec ce canal de progression sur l'USD CAD. C'est un des premiers charts que je vous ai posté vendredi matin. On l'a tenu. L'USD CAD, il est dans une compression, euh, couvert par cette oblique. Voilà, couverte par cette oblique, soutenu par cette. Donc je pense qu'on est dans un espèce de range euh, entre les 1,25-40 et soutenu par cette ligne de tendance. Voilà, dans une compression que ça fait plutôt orange avant derrière de pouvoir aller plus haut. Mais voilà, il est vrai que pour l'instant on tient toujours ce canal dont je parle depuis le milieu du mois de mai et qui depuis vendredi, dans quelque chose qui est certes pas très impulsif, m'a tout de même permis de se reprendre de 1,24,10 à 1,24,80. Voilà, mais c'est vrai que pour le moment ce marché n'établit pas de nouveau plus haut. Alors le Bund, tout au long du mois de mai, depuis le mois de mai, les rendements obligataires se sont détendus progressivement au sein de la zone euro. Il y a eu sur ce marché, vous vous souvenez tous, une chute violente des prix entre le 20 avril et le 7 mai, et depuis une reprise qui est très lente. Le prix du contrat a dépassé 155 sans accélérer, mais en grappillant des points. Et le voilà bientôt au retour au contact de 156 points. C'était le point de départ du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Ça commence à être suracheté maintenant sur tout un tas de charts. Bon, c'est un niveau à suivre. Je dirais que maintenant, entre 155 et 156, c'est neutre. Rebasculer sous les 155 le ferait revenir plus bas. Redéborder 156, ça prolongerait la progression. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir cette vision-là. Pourquoi est-ce que je parle aussi du Bund dans ce point de marché Wall Street Insider? Alors d'une part parce qu'on en parle souvent, mais surtout parce que si vous avez l'habitude de pratiquer des stratégies de trading sur un marché qui a fait beaucoup parler de lui fin avril et début mai, vous devez être au fait des dates d'expiration, pardon, et notamment de l'expiration du contrat Bund de FXM. Alors là, je suis sur notre forum. Vous avez une section ici qui s'appelle expiration CFD sur métaux, pétrole, gaz naturel et Bund. Et lorsque vous allez dans le post, vous avez donc la date de l'expiration FXCM qui est tout simplement le 5 juin 2015. Donc vendredi soir. Voilà, en clair, vendredi soir, toutes vos, toutes vos positions de trading, elles seront clôturées sur le contrat Bund. Alors, les chiffres sont tombés et ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, non? Pour le dollar US. Bon. Voilà, donc on a Voilà, donc on a... Voilà, donc Adrien me fait une synthèse bien complète. C'est favorable au dollar américain. Bon, vous observez l'USD4 qui tient pour l'instant son canal. L'euro-dollar bon, qui reste sous pression. Alors peut-être a-t-il simplement effectué un pullback sur cette espèce de wedge dont il serait sorti par le bas. J'imagine que l'USD-Yen doit monter. Et oui, voilà, bon bah bref. Je l'ai dit, c'est un peu le train qui est difficile à prendre en marche. Avec plus de chances de voir 130 que de voir un pullback à 122. Malheureusement, c'est ce qu'en tout cas indique le graphique mensuel de l'USD-Yen. Lorsqu'on fait un énorme mois haussier avec une cassure haussière, généralement l'USD-Yen il les enchaîne les mois haussiers. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a fait par le passé depuis l'année 2012. C'est pourquoi d'ailleurs, voilà. Donc, des statistiques américaines très solides et un eurodoll qui rejette donc à nouveau sous les 1,0980 et les 1,10 le dollar US et sa fameuse tendance haussière en facteur technique dominant des marchés. C'est vrai qu'on se répète, mais ah oui, en effet, donc le PMI manufacturier selon l'ISM au mois de mai, 54, explose le consensus. C'est rassurant, pourquoi? Le premier trimestre a déchu, mais le premier trimestre c'est du passé. Le second trimestre compte beaucoup désormais, et pour l'instant, c'est pas mal d'avoir ce type d'indicateur avancé qui porte sur le mois de mai. Et l'or bondit. En effet, l'or, là, l'or et le dollar bondissent. Alors, il faut l'admettre, il y a une réaction extrêmement violente, il faut le reconnaître,
sur l'once d'or qui tient donc cette fameuse ligne de tendance haussière. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle reprise sur cette ligne de tendance. Moi, je reste de toute façon méfiant, mais c'est vrai qu'on l'a tenue. Voilà, ça c'est un fait. Elle a tenu. Là, franchement, bon, c'est vrai qu'on a une réaction haussière sur le dollar US et sur l'once d'or. Je ne m'attendais pas forcément à ça, ainsi que sur l'argent, voilà, mais je ne sais pas tellement réellement comment l'interpréter. Je serais plus à l'aise pour continuer de se positionner positif sur le dollar US, forcément. Bon, les métaux précieux, là, c'est certain qu'il y a une réaction bon, que l'analyse technique permet de défendre. Mais je me méfie parce que finalement, l'once d'or teste cette première résistance là. Donc voilà. Et en effet, l'euro-dollar, c'est pas mal. Finalement, il y a peut-être encore la place pour valider une lecture en résolution baissière de wedge. C'était le chandelier de ce matin. Je pensais qu'on était sorti par le bas de cette compression. J'étais donc surpris de la reprise. Peut-être a-t-on fait simplement un pullback et réenvisager donc de revenir se positionner sous les 1,0821 dollars. Cette semaine, la Banque Centrale Européenne, elle est attendue mercredi. D'ailleurs, je vous rappelle que cette même Banque Centrale Européenne a publié vendredi des statistiques pour le mois d'avril montrant une stagnation de la production de crédit bancaire au secteur privé en avril. Le marché peut être déçu, s'attendant à un impact peut-être plus généreux sur la production de crédit des différents programmes de la BCE. C'est probablement trop tôt, mais en tout cas, cette donnée monétaire publiée vendredi par la BCE est de nature à affaiblir l'euro avant la prochaine conférence de presse de Mario Draghi, attendue mercredi à 14h30. Et donc des statistiques US bluffantes par leur solidité au mois de mai. Merci d'avoir été attentif à ce point de marché Wall Street Insider. Il est 16h05. Je vous laisse. Prochaine émission à 17h30. La closing bell avec un retour ce lundi par mon collègue Sylvain Logadana sur la séance du CAC et du DAX en intraday. Et c'est donc à 17h30 avec Sylvain et c'est tout à l'heure. Merci à tous et à demain pour le morning meeting.